Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on parle du cycle menstruel et de l'impact sur la performance chez les femmes. C'est un sujet qui est difficile à aborder, c'est un sujet qui n'est pas beaucoup discuté. On en parle avec Ben Boulanger, qui est athlète de CrossFit, nutritionniste qui s'intéresse plus particulièrement à la nutrition sportive, inclusive et intuitive. Vous allez voir à quel point l'intuition, apprendre à connaître son corps, c'est la clé là-dedans. Mais par contre, c'est fou à quel point j'ai appris des choses sur notre cycle menstruel et son impact en fait sur notre performance ou encore notre appréciation de notre performance, les impacts sur les changements dans notre corps, les changements dans notre faim. Bref, c'est vraiment, vraiment intéressant. On va apprendre aussi comment adapter l'intensité, le type d'entraînement et aussi notre nutrition selon où on se situe dans le cycle. On brise tout plein de tabous. Bref, un épisode super intéressant. Dites-nous si vous avez d'autres questions en commentaire. On va pouvoir rebondir sur le sujet par la suite. Puis, un petit rappel que toutes les recommandations qui ont été émises dans le cadre du podcast, c'est vraiment à titre indicatif, c'est pour vous guider. Mais avant de les appliquer à vous, c'est important de consulter un spécialiste de la santé ou un nutritionniste, s'assurer que ça fit bien. Donc voilà, sans plus tarder, on se lance dans le pod. Salut Ben! Allô, allô! Contente de te reparler aujourd'hui sur un sujet tout autre, le cycle hormonal. On va parler d'un sujet vraiment important aujourd'hui, puis c'est un sujet qui est relativement tabou. On ne comprend pas pourquoi, parce que ça touche la moitié de la population. Puis c'est un sujet qui n'est pas non seulement tabou, mais qui est aussi méconnu de par les personnes qui le vivent elles-mêmes, et j'en fais partie. Il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas du cycle hormonal, puis je sais que je ne suis pas la seule. Puis on va en discuter d'un point de vue un petit peu plus application au sport, à la performance. Fait que je te laisse un peu introduire ce qu'est le cycle hormonal, puis ses impacts, en fait, sur la performance. Tout d'abord, avant même qu'on parle de ce sujet-là, je tenais quand même à dire que, ça paraît peut-être au ton de ma voix, mais je m'identifie comme un homme et je suis un homme biologique, et donc, je n'ai pas de cycle menstruel, comme certaines femmes aussi. Mais le point, c'est de dire que ce que j'ai envie de vous apporter, c'est une forme d'éducation objective en nutrition reliée au cycle menstruel, sans dire ou avoir la présomption que vous le connaissez mal ou pas. Probablement qu'il y en a plein que ce que je vais dire, c'est du well-known knowledge, puis que tout le monde est good avec ça. Mais je pense qu'on l'a eu la discussion avant, c'est de réaliser que, malgré que c'est quelque chose qui nous affecte à tous les mois, puis qui affecte énormément de sphères de nos vies, les femmes, de façon générale, il y en a plusieurs qui le connaissent mal. Puis je pense que mon envie ici, c'est pas de moraliser absolument rien au niveau du cycle hormonal. Au contraire, c'est de dire, voici l'information, voici comment c'est interprété dans la littérature, et prenez vos expériences personnelles pour matcher ça ensemble. Ouais. C'est hyper, hyper important de pas juste prendre la littérature puis de le copier-coller dans notre vie. Quand on dit souvent en recherche que l'expérience personnelle vaut rien, c'est en recherche seulement. Quand on parle d'application clinique, l'expérience personnelle vaut probablement autant, sinon plus, que la donnée. Parce que dans la donnée se cachent souvent des gens qui réagissent différemment que la moyenne. Fait que pour moi, quand on parle de recherche, c'est souvent, puis même quand on parle autre chose que du cycle menstruel, c'est une direction, c'est un guideline qui est très, très, très solide, souvent très bien étudié, très bien nuancé, mais qu'au final, ça s'applique à une population pour faire des recommandations. Quand on est un individu, même avec nous-mêmes, c'est hyper important de prendre son expérience personnelle de façon aussi importante que ce qu'on en sort. Fait que, puis vous allez voir, avec le cycle, c'est aussi hyper différent d'une personne à l'autre, d'une femme à l'autre. Vraiment, là, c'est probablement une des conclusions les plus grandes des recherches sur le domaine, c'est de réaliser que c'est excessivement complexe, puis que chaque femme pratiquement réagit différemment. Fait que ce que j'ai envie de vous montrer, c'est les bases, tout ça, l'effet théorique, puis de quasiment vous questionner, OK, est-ce que cet effet-là m'applique à moi ou au contraire, pas pantoute? Parce que c'est fou, tu sais, même juste introduction, tu sais, entre femmes, on n'en
parle, mais pas nécessairement tant que ça. Ouais. Tu sais, j'ai l'impression que c'est quand ça tombe sur le sujet qu'on échange, mais souvent, nos conversations tombent sur une question à laquelle on n'a aucune réponse. Fin de la conversation, on parle d'autre chose. Fait que c'est vraiment spécial. C'est comme... Puis pourtant, c'est une des questions qu'on a comme depuis qu'on est comme en 4e année du secondaire. Puis que nos parents nous discutent depuis qu'on est peut-être au primaire, on en entend parler. Puis c'est des questions qui demeurent toujours sans réponse. Puis juste en me préparant au podcast, j'ai appelé ma maman pour lui parler puis lui demander, maman, c'est quoi les phases d'un cycle menstruel, par exemple? Puis elle me dit, je sais pas. Ben, c'est ça. Exactement. Puis ma mère est cultivée, là. Je veux dire, c'est pas comme si elle connaissait rien à la vie, là. Fait que est-ce que, Ben, tu pourrais me dire... D'ailleurs, merci pour l'introduction puis la parenthèse. Je trouve ça bien que tu l'apportes. Moi, je trouve ça quand même intéressant que tu l'amènes d'un point de vue un petit peu plus objectif, scientifique, sur ce qui se passe dans la littérature. Puis après ça, évidemment, en tant que femme, on connaît notre corps. On va pas t'appeler pour te demander... non, puis c'est de aussi pas prendre tout ce que la littérature dit pour ce que... ou laisser justement juger ce qu'on a vécu dans son passé ou ce qu'on vit en ce moment. Puis comme tu l'as dit, au final, j'ai pas vécu cette expérience-là. Je pense que c'est un certain avantage dû que mes commentaires ou mon expression de la littérature va être très peu biaisé par mon expérience personnelle. Souvent, en recherche, on valorise ça. Fait que je pense que c'est le côté positif, entre guillemets, d'en parler comme ça, mais je veux vraiment éviter qu'on voit ça comme du mansplaining. Parce que littéralement, c'est l'opposé de mon intention. Au contraire, je veux participer au changement, d'éduquer ou d'aider à l'éducation à ce niveau-là, pour que si quelqu'un n'a jamais eu ce background check-là, ben, on est capable de le faire tout le monde ensemble de façon relaxe. Puis l'autre affaire aussi que je voulais amener comme petit bémol, c'est qu'on va dire le mot femme tout le long, mais toute personne qui a un cycle menstruel et une fluctuation hormonale, estrogène, progestérone, est influencée par ça. Là. Fait que je vais dire femme pour simplifier le discours, là, mais ça peut littéralement être n'importe qui. Là. OK, super, merci. OK. Fait que tout d'abord, il y a 2 façons de le voir. Le cycle, c'est soit en 3 phases ou en 2 phases. Personnellement, puis dans la majorité de la littérature scientifique, comment il fonctionne, c'est à 3 phases, parce que c'est un peu plus simple à séparer, mais dans le discours commun, quand j'en ai parlé à mon entourage, ou même à d'autres chercheurs dans le domaine, souvent, le commun, c'est de dire 2 phases. Mais tu vas comprendre pourquoi. Fait que, au final, la première phase, ça débute jour 1, jour 0 avec les menstruations, qui durent justement, pour certaines, 3 à 5 jours, puis d'autres jusqu'à 10 jours. Fait que ça aussi, il faut normaliser le fait que c'est super, super variable, la durée. Là. Puis il va s'ensuivre, on appelle ça la phase, je pense que c'est... folliculaire. Okay? Fait que, mettons qu'on veut mettre des beaux mots là-dessus. Phase folliculaire qui dure, qui est variée en termes de durée. La phase du milieu, c'est la phase ovulatoire qui va mener comme à son paroxysme, à l'ovulation. Puis la dernière phase, qui est la phase lutéale, qui est la phase post-ovulation, puis qui tranquillement va mener, entre guillemets, au classique plus connu syndrome prémenstruel. C'est juste avant le prochain cycle qui repart à 0. Ouais. Donc, au niveau hormonal, qu'est-ce qui se passe dans ces périodes-là? C'est les pistons de l'estrogène puis de la progestérone. Okay? Ce qui est important de comprendre entre ces 2 hormones-là, c'est que, entre guillemets, la progestérone est l'antipode de l'estrogène. Fait que si on a l'estrogène élevé, progestérone basse, on va avoir les effets d'avoir un estrogène élevé. C'est jamais à 0, on s'entend. Là. Si on a la progestérone élevée puis l'estrogène élevé, on va avoir les effets de la progestérone. Parce que dans le fond, les effets de la progestérone, c'est un peu d'inhiber les effets de l'estrogène, de façon vulgarisée. Fait que c'est comme, quand je vais l'expliquer en termes de moment de phase, par exemple, la phase ovulatoire, ça serait une phase qui est très forte en estrogène. Donc, on part du début du cycle où on a très peu d'hormones estrogène et progestérone qui vont tranquillement, l'estrogène qui va tranquillement monter jusqu'à son pic, l'ovulation. Puis à partir de ce moment-là, il va avoir une augmentation de la progestérone aussi. Fait que quand on va arriver à la phase lutéale, qui est la dernière phase, on va avoir les 2 hormones dans le tapis. Mais au final, c'est pas de dire que les 2 effets se combattent. Il y en a un qui inhibe l'autre. Et donc, ça va être, entre guillemets, les effets de la progestérone. Fait que visuellement, on pourrait facilement dire la phase de mes menstruations, la phase très forte en estrogène, les effets de l'estrogène, puis la phase un peu plus progestérone.
OK. Wow. Fait que ça, c'est comme une simplification, mais qui est pour moi pas excessive, qui permet de bien l'imager dans sa tête. Ouais, puis sérieusement, je pense que c'est une des fois que j'ai entendu ça le mieux expliqué de toute ma vie, sérieusement. Mais c'est des fois... Maman, écoutes-tu? Ah, c'est fait que dans ces différentes périodes-là, OK, on y associe plusieurs effets, justement, à l'estrogène plus élevé, par exemple. Puis la première phase qu'on va aborder, c'est les fameuses menstruations. Puis ça, tout le monde a vraiment une expérience différente. Vous allez voir, je vais répéter quand même ça souvent, là, mais c'est parce que c'est bien démontré ça que c'est différent dans la littérature. Fait que dans cette première phase-là, c'est souvent marqué par des inconforts. Il y en a que ça va être très intense, il y en a que ça va être très faible, mais on va vouloir justement être à l'écoute de son corps dans cette période-là. Ouais. Si ça file vraiment pas bien, c'est vraiment pas le temps de se taper sa tête puis d'aller s'entraîner pareil ou de pousser la machine. OK. C'est vraiment une période où si on ressent pas grand-chose puis que ça va bien, ben on continue notre fil d'entraînement normal. Puis si justement on se sent super mal, il faut être capable de back-off connaissant la situation. La motivation aussi, elle... elle fluctue beaucoup à cette période-là. 100%. Par contre, il y a tout le temps des histoires de femmes qui, dans leur semaine, vont être très motivées, très drivées, alors qu'il y en a d'autres que c'est plus de façon classique dans la phase suivante, la phase ovulatoire. OK. La phase ovulatoire, quand l'estrogène commence à monter, c'est que là, qu'entre guillemets, on a le plus accès à nos réserves énergétiques. C'est là qu'on est le plus drivé, le plus motivé, essentiellement, pour la majorité des femmes. Nos règles sont terminées à ce moment-là. Nos règles sont terminées à ce moment-là. C'est directement la suite de ça. Ouais. Fait que jusqu'à l'ovulation, c'est comme la période où techniquement, les performances sont meilleures, on est plus capable de serrer les dents, de pousser. Puis c'est essentiellement dû à l'utilisation de l'énergie. Fait que tu sais, les glucides dans nos muscles, le glycogène musculaire est biodisponible, on est facilement capable d'utiliser. L'utilisation des lipides augmente aussi. Fait que tu sais, on peut comme tout utiliser un peu tout le temps pour favoriser la performance. Est-ce que les hommes sont tout le temps dans cette phase-là, maintenant? Oui. Okay. C'est pas ça que ça veut dire, mais tu sais, l'estrogène et la testostérone se ressemblent d'une certaine façon, mais oui, essentiellement. Ça, c'est le combien de jours dans un cycle? C'est genre du jour 6 à 15, fait que c'est un genre de 8 jours, mettons. Ça, sur c'est comme un cycle de 20. OK. Sur un cycle de 30 ou 28, là, peu importe. Fait que c'est comme genre, tu sais, l'ovulation qui marque la moitié, c'est fin des règles jusqu'à l'ovulation. Fait que tu sais, pour des gens, c'est plus long, et pour des gens, c'est plus court. Encore là, c'est super différent, mais je pense que la réflexion à avoir, c'est de se dire, ben, suite à mes règles, techniquement, si je me sens vraiment bien puis je performe vraiment bien, la théorie derrière ces sensations-là peut être seulement que hormonalement, je suis plus prédisposé à utiliser l'énergie, à performer, peu importe. Super. Fait que ce qu'on en retire, c'est probablement ça. OK. Ensuite de ça, tu as la phase lutéale qui va mener justement à la phase comme syndrome prémenstruel qui est souvent associée à comme plein d'effets négatifs. Je sais pas ton expérience personnelle de cette période-là est comment, mais c'est des fluctuations aussi de motivation, des fluctuations émotionnelles aussi beaucoup qu'on associe de façon très cliché à la femme. Sachez qu'il y a du monde que ça s'en calisse complètement, là, que littéralement ça leur fait rien cette phase-là, puis qu'ils vont tomber dans leur semaine that's it, fall ball correct. Fait que tu sais. Je l'ai pas entendu souvent celle-là. Non, probablement pas, mais c'est documenté, mettons, que c'est pas tout le monde qui a des effets néfastes dans cette phase-là. T'sais. Fait que vous êtes, mettons, quelqu'un qui ressent pas ces fluctuations-là, ben, il est pas anormal. Il y a plein mais c'est là qu'on a plus même. envie de pleurer, genre, comme pour rien. Exactement. Puis que. Est-ce que c'est là aussi qu'on a des cravings au niveau, tu sais, genre, les jujubes? Tu sais, il y a comme des affaires qui nous donnent, qu'on a vraiment plus envie, là, dans ces 100%. Périodes-là. 100%. La phase de progestérone, dans le fond, puis elle devient de plus en plus élevée. L'estrogène reste élevé, mais vu que c'est l'inhibiteur, ben, ça l'atténue tous les effets que je viens de décrire. Fait que c'est un peu comme tranquillement la pente inverse. Fait que si au pic, tu étais drivé, motivé, allumé, capacité de genre justement gestion d'émotions super bonne, ben c'est un peu le contraire qui tranquillement vient avec l'avancement vers la fin du cycle et le début du prochain. T'sais. Fait que dans ces périodes-là, c'est de justement savoir que ben, c'est pas de dire qu'on doit absolument se dire OK, là, ça s'en vient, là, je vais avoir des performances de marde, boy, ça va être une période tough. Vraiment pas. Ça, c'est le piège de tomber dans ces données-là puis d'en tirer des conclusions de même. Au contraire, c'est de se dire
Si c'est une période difficile, ça peut être expliqué de façon objective par ça, qui n'est pas une question de volonté, qui n'est pas une question de contrôle, et donc je dois m'adapter. Fait que tu sais, ça serait même pas de dire, puis on va en reparler, de planifier un entraînement en fonction de ça, mais ça serait même pas de dire je dois tout le temps mettre des phases low quand je suis dans cette phase lutéale-là. Non, non, c'est au contraire de garder l'entraînement constant, mais d'être capable de l'adapter, de se questionner. Donc, ça va-tu vraiment pas bien? Si oui, ben c'est probablement dû à ces dérèglements ou ces changements-là hormonaux. Donc, je dois juste adapter, back off, ou au contraire, quand ça va bien puis tu as envie de pousser un petit peu plus, quand tu es dans l'autre, tu pousses un peu plus. Fait que, tu sais, c'est vraiment pas de pas laisser cette théorie-là affecter comment on sent. C'est d'interpréter comment on sent grâce à la théorie. Puis ça, c'est la phrase probablement clé là, qu'on peut en ressortir quand c'est la première fois qu'on s'éduque sur le sujet. Ouais. Mais déjà, juste de le comprendre, je trouve que ça aide. Des fois, je trouve qu'en tant que femme, on se met des fois une pression tellement énorme à être on top of our game tout le temps, à tous les jours, dans toutes les sphères. Puis juste d'avoir des explications qui sont beaucoup plus objectives, puis genre qualitatives. Ben, pas qualitatives, en fait, mais genre basées sur des données réelles. Bien, ça nous aide à être comme OK, parfait, là, c'est ça que je suis en train de vivre. C'est peut-être normal aussi que mon corps réagisse différemment. Oui. Puis au niveau nutritionnel, c'est la phase, par exemple, ovulatoire, celle du milieu, le plus accès aux réserves. Okay? Fait que techniquement, si tu t'alimentes pas assez bien dans cette période-là, ça se peut que tu n'en ressentes pas beaucoup l'effet. Parce que tu vas puiser facilement dans tes lipides. Puis ça, moi, je veux qu'on le voit quasiment comme une force. Okay? Oui, tout à fait. C'est comme, OK, cette phase-là, superwoman. Fait que, tu es capable de puiser dans l'énergie. Tu veux pas volontairement te sous-alimenter, mais tu veux pas non plus associer cette période-là en disant, ah ben, la dernière fois que j'ai fait telle course, là, je fais les good à comme un gel à l'heure puis that's it, j'ai survécu. Puis là, de vouloir recréer ça, peu importe la journée ou la phase du cycle, ça se peut très bien que tu as réussi à faire ça grâce à l'estrogène qui était dans le tapis de cette période-là, mais qu'au final, si tu tombes dans une autre phase, il faut que tu alimentes essentiellement cette performance-là parce que dans la phase lutéale, qui est la phase comme un peu opposée, on a plus de difficultés à aller chercher dans nos réserves. On utilise comme le glucose qui est déjà présent dans le sang. Donc, tout ce qu'on vient intégrer intra devient très important dans cette phase-là. Mais ça ne veut pas dire que l'autre phase, on devrait la sous-alimenter. Au contraire, c'est juste de dire on devrait constamment se alimenter de façon intra, d'avoir du glucose sanguin, mais de savoir que quand on interprète nos sensations, quand on regarde notre cycle, ben c'est de dire ah ben tu vois, j'ai eu de la misère un petit peu à pousser parce que j'ai pas assez alimenté telle course, puis j'ai pas accès à mes réserves. Fait que c'était très dur. Ou au contraire, je viens de me taper une course où j'ai perdu mes gels, je me suis sous-alimenté, je viens de faire une méga course vraiment bonne. Ah si, c'est probablement parce que j'avais accès à mes réserves. Tu sais, c'est tout le temps utiliser la théorie à ton bénéfice pour interpréter tes sensations. Fait que mettons qu'on parle de jeûne, là. Non, c'est vrai. On n'est pas obligé d'embarquer dans le jeûne, mais tu sais, j'ai quand même... J'ai une opinion assez complète sur le jeûne. Ben c'est ça, je veux dire, c'est juste que ça me fait penser comme, justement, dans cette phase-là où est-ce que tu as de la difficulté à aller puiser dans tes réserves. En fait, tu ne peux littéralement... Mais est-ce que tu peux y puiser dans tes réserves dans cette phase-là ou pas du tout? Oui, tu peux. Tu peux, mais c'est juste vraiment plus difficile. OK. Mais tu sais, imagine, là, tu n'es pas consciente que tu es dans cette phase-là parce que tu ne comprends pas encore tout à fait ton cycle. Puis là, tu te mets dans des situations où est-ce que tu fais du jeûne intermittent puis tu t'en vas faire des gros trainings. C'est comme... Ah ouais, c'est catastrophique. Mais le jeûne, là, je le recommande à personne. Puis on fera au pire des épisodes sur les diètes. Ça serait vraiment cool. Ça me ferait vraiment plaisir. Ouais. J'adore parler de ça. Mais pour plein d'autres raisons, avant que ce soit ça la raison, le jeûne, on évite, tu comprends? Fait que tu sais, c'est quand même de dire que ça, ce serait pas bon en état de jeûne, c'est pas faux, mais on se rendrait pas là. Mais ça sera jamais bon de toute façon. Ouais. OK, super cool. Désolée pour la tangente, c'est juste que je m'imaginais jeûner dans cette situation-là, puis je jeûne pas anyway, là, mais... Puis l'autre aspect clé de cette phase-là lutéale, c'est la tolérance à la chaleur. Puis des fois même la tolérance à l'effort ou à la douleur, tout ça, elle peut être diminuée. Fait que ça aussi, c'est une autre explication qui fait que, par exemple, si tu as une mauvaise course, puis de réaliser, OK, j'étais dans cette phase-là, ça veut pas nécessairement dire que tu vas toujours mal tolérer la chaleur de même ou que cette mauvaise course-là détermine ton type d'athlète de « je suis bonne pour tolérer la chaleur » ou non. Ça se peut très bien que tu étais dans une phase où progestérone dans le tapis, mauvaise tolérance à la chaleur, puis je filais pas bien, puis OK, ça explique ce qui vient de se passer. Encore une fois,
la clé, c'est de ne pas faire le contraire. Je pense qu'une des questions qui va venir avec tout ce que je viens de parler, c'est, ben là, j'adapte, je vais me faire un plan d'entraînement pour ça. Il y a plein de compagnies, AI, etc., qui font des plans selon ton cycle. Tu rentres juste ta date, puis tu as un plan d'entraînement en fonction de ton cycle. Mais tu sais, ça, c'est... Je souris parce que dans la littérature, ça a été comme vraiment, vraiment debunk, entre guillemets, que ça servait à rien. Quelqu'un qui s'en fout de son cycle ou quelqu'un qui fait un entraînement hyper spécifique sur son cycle atteint les mêmes résultats. La différence, c'est de savoir, comme je te dis, d'interpréter ce qui s'est passé. Mais mettons que tu fais un entraînement cyclé, ça voudrait un peu dire dans la théorie que plus tu te rapproches de ton ovulation, plus tu augmentes le volume d'entraînement, puis plus tu te rapproches du début de ton cycle, fait que de ta période menstruelle, plus tu vas diminuer l'intensité, plus tu vas faire un peu genre de trucs, même l'intensité et le volume finalement, parce que tu n'as pas accès aux réserves. Fait que tu sais, des fois, il y en a qui disent OK, ben la phase ovulatoire, c'est la phase zone 2, puis la phase de haut volume, puis la phase lutéale, c'est les short sprints, puis les intervalles. Mais ça, on l'a debunk. Là. Ça change rien. Il n'y a vraiment pas de dans la littérature que c'est une façon d'optimiser notre plan d'entraînement. Non, parce que ce que ça crée, puis ça, c'est comme l'hypothèse qui finalement fait 100% du sens, c'est que tu te laisses complètement affecter mentalement par ton cycle. Puis on sait très bien que tu vas être capable de faire la meilleure performance de ta vie pendant ton cycle lutéal. Puis j'ai le goût de dire, même si c'était faux, il faudrait que tu le crois. Parce que le jour de ta course, il n'y a pas personne qui va t'appeler qui va te dire hey, c'est quand la fin de ton cycle, OK, on va se timer sur ton ovulation, pantoute, là, c'est un jour J. Puis tu sais, pour nous les hommes, ça change rien la date, mais pour vous autres, techniquement, ça change de quoi? Puis si tu te laisses affecter, puis tu te dis je suis jamais capable de faire du volume dans ma phase lutéale. Je suis jamais capable de performer. J'ai pas de tolérance à la douleur, j'ai pas de tolérance à la chaleur. Non. Ça sert pas à ça, tout ce que j'ai dit. Là. Au contraire, c'est que les fois que tu te défonces puis que tu performes dans ta phase lutéale, tu peux même faire comme let's go, man. C'était vraiment fort ce que je viens de faire. Puis au contraire, si ça tombe dans ta phase ovulatoire, c'est comme oh, let's go, c'est un bon moment. C'est un bon moment, on en profite. Tu peux vraiment l'utiliser en utilisant tout le mot grâce à. C'est grâce à mon cycle ou grâce à ma phase. Il faut le voir de façon positive. Sinon, ce que les en recherche ils disent, c'est qu'on mettrait tous les athlètes sur la pilule. On stabiliserait à tout le monde le cycle. Ou au contraire, si on avait un bénéfice à faire des ajustements, on enlèverait la pilule à tous nos athlètes. Mais tout ça fait aucun sens dans le contexte social où la contraception, c'est clairement pas juste une question de performance. Là. De base, ça servait pas à ça. Là. C'est pas une question de stabiliser ton cycle ou de le faire fluctuer. Mais je pense qu'il faut le voir comme une force. C'est cool parce que j'ai l'impression que tu touches quasiment à la psychologie au final là, dans les nuances que tu apportes parce que c'est comme s'il fallait... puis ça me fait penser à un livre que je lisais dernièrement, mais tu sais, sur la force mentale de l'athlète, comme quoi, tu sais, en tant que... c'est comme si on devait bâtir au final de la résilience sur... peu importe à quel endroit où on se situe, on est capable d'en retirer des bénéfices, mais il faut savoir comment les retirer, puis sur quoi il faut miser, sur quoi il faut prendre avantage, disons, qu'est-ce qu'il faut optimiser le plus possible. Ça pourrait être quoi nos faiblesses aussi? Être honnête et transparent comme avec comment on se sent réellement, puis le respecter, l'optimiser si on est capable, puis sinon se conforter puis se dire écoute, là, ici, c'est normal. Là. Une réflexion auto-empathique, qu'on appelle. Puis tu sais, je pense même que exactement dans cette philosophie-là de sportif, puis tu sais, moi, je travaille beaucoup en préparation mentale, j'ai un petit peu un biais là-dessus, mais tu sais, techniquement, dans ma réflexion pré-podcast, je me disais, hey, même cette phase-là, là, haute en progestérone lutéale, j'ai quasiment le goût de la redorer dans le podcast en disant, c'est clairement la phase où tu peux le plus apprendre sur ta nutrition, le plus apprendre sur ta capacité à pousser quand c'est difficile, à dépasser tes limites. Clairement que la phase ovulatoire, entre guillemets, là, si tu réponds bien à tout ce que j'ai nommé, ben, c'est la phase qui sert à rien. C'est la phase trop facile. C'est la phase de performance. Mais les femmes, on aime ça, se rendre la tâche vraiment plus difficile de toute façon, j'ai l'impression. De toute façon. On aime ça, toucher dans ces zones-là. Fait que, tu sais, cette phase-là, pour moi, c'est genre l'occasion. C'est comme quand je dis un potentiel d'amélioration énorme. Ça peut aussi vouloir dire que tu es vraiment loin de t'améliorer. Mais je peux dire aussi que tu as un potentiel d'amélioration qui est énorme. Fait que, tu sais, même affaire avec cette phase-là, les trucs que tu peux en ressortir sont
pas mal plus grand. Puis même au niveau de du moment que tu sais que tu peux moins chercher dans tes réserves, ta stratégie nutritionnelle, elle devient comme encore plus importante, encore plus vitale. Tu as comme moins de marge de manœuvre. Great, un excellent moment de la train, puis de l'emmagasiner, puis de la pratiquer, puis de devenir fluide dans l'utilisation de tes gels, la digestion. Tu comprends? C'est comme, ça peut devenir juste positif. T'as plus de place mentale aussi pour gérer ça, là. Mais tu sais, juste, mettons, quand on tombe aussi dans nos règles, puis qu'on est dans une course, OK? Mettons, on rentre dans un ultra, là. Des ultras, là, c'est dépendamment, là, un ultra, ça peut partir à partir de 42 km et plus, là. Mais admettons que tu cours pendant des jours, là, sur une race ou que t'es en vélo, whatever, puis que t'as à gérer tes règles pendant cette période-là, c'est tellement une logistique additionnelle du temps que tu dois t'arrêter, que tu as des... Peu importe qu'est-ce que tu utilises, là, c'est quand même de la logistique puis du temps où est-ce que mentalement, tu n'as pas de disponibilité pour penser comme un gars à genre combien de gel je prends à l'heure, ils sont rendus où mes carbs, est-ce que j'ai mal au cœur, tu sais, je veux dire, tes réflexions sont ailleurs. Ouais, c'est ça, c'est genre, ah fuck, j'ai mis mes shorts blanches aujourd'hui, genre ça va pas du tout, tu sais, c'est comme... La couleur de nos shorts, malheureusement, ben on s'est jamais posé cette question-là. Puis pas parce qu'on pense pas qu'on a l'air laid ou pas, le son y a pensé, mais en termes d'effet sur les shorts blanches, je te garantis qu'on... Ah oui, t'as raison. Ah, c'est fou, hein? C'est pas le même défi, puis je pense que, tu sais, même aussi, là, j'ai comme beaucoup parlé de quelqu'un qui serait pas sous contraception ou peu importe. Tu me l'as dit avant le podcast que justement, toi, t'as un cycle stable, tu sais. Fait que, ou t'as pas de. Ben c'est ça, si je peux faire une petite introduction par rapport à ça, justement, parce que, tu sais, on dirait que des fois, je me sens un petit peu imposteur d'en parler parce que moi, j'ai un stérilet avec hormones. Il y en a plein, donc, il y en a plein qui en ont. Ceux qui prennent la pilule, c'est la même chose. Ça vient stabiliser tes hormones, tout ce qu'on décrivait avec l'estrogène, la progestérone. Mais je trouve qu'il y a encore plus, justement, tu vois, j'ai essayé d'aller chercher des réponses à ces questions parce que je comprends rien. J'écoute des podcasts sur le cycle hormonal et j'arrive pas à savoir qu'est-ce qui se passe, moi, si, à cause de mon stérilet, j'ai des règles ou presque pas. Tu sais, au tout début, quand je me suis fait poser mon stérilet, j'avais encore un peu mes règles, mais tu sais, petit à petit, ça s'est tellement estompé. Puis j'ai vraiment l'impression que aussi mes symptômes prémenstruels sont vraiment, tu sais, comme plus, peut-être... atténués. Tu sais, quand je les ressens, c'est... Je sais pas si c'est juste parce que je suis fatiguée, là, honnêtement. Là, c'est assez... c'est vraiment minime pour que je vois une différence. Fait que, tu sais, c'est là où est-ce que je me dis, moi, est-ce qu'il y a des impacts de mon cycle menstruel avec la prise d'hormones sur mes performances? C'est toujours relié aux 2 pistons hormonaux qu'on parlait. Fait que si toi, encore, tu ressens certains effets, genre un peu de règles, un peu de syndrome prémenstruel, des choses comme ça, probablement que tu as encore les mêmes variations version 1 sur 10. Alors que quelqu'un, ça serait 10 sur 10. Mais dis-toi qu'il y a des gens déjà sans rien. On aurait 2 femmes devant nous. Il y en a une qui serait 10 sur 10, une qui serait 6, une qui serait 4, sans aucun stérilet. Fait que, tu sais, toi, c'est comme si, entre guillemets, artificiellement ou volontairement, on vient l'abaisser. Puis, stérilet avec hormones, stérilet pas d'hormones. Dis-toi, la réflexion que la personne doit avoir, c'est est-ce que je stabilise mes hormones avec la prise de la contraception? Si la réponse est oui puis que c'est stable, tous les effets qu'on parle depuis tantôt s'appliquent techniquement pas. Parce que justement, c'est la progestérone c'est la progestérone dans le tapis qui fait ces effets-là, c'est l'estrogène dans le tapis qui fait ces effets-là. Fait que si tu viens la stabiliser, c'est pas comme d'autres schémas magiques. Fait que j'ai un peu moins, j'ai moins à me taper dans le dos si ça va bien versus moi. Techniquement, mais comme tu dis, t'as encore un peu des relents de ça, fait que ça doit perdurer d'une certaine façon. Ouais, puis qu'est-ce que je veux dire? Au niveau nutritionnel, tu sais, là, on parle beaucoup de l'impact sur le plan d'entraînement, mais au niveau nutritionnel, qu'est-ce qui se passe? C'était en dehors techniquement de mon champ d'expertise. Tu parles de choses que tu connais pas. Là. non, au niveau nutritionnel, c'est quand même important parce que souvent, on va se dire, quand tu te renseignes sur le sujet, mais tu sais, OK, l'estrogène est plus capable d'aller dans les réserves, donc les lipides, tout ça. Est-ce que dans ma phase lutéale, ça veut dire que je dois comme juste manger des glucides pour être comme fast carbs tout le temps sur le bord, tout ça, réduire mes gras et tout? Ça peut être ça. Je vous proposerais de le tester parce que dans la littérature, on n'en voit pas d'effet. Okay? Le seul effet qu'on voit, c'est une augmentation du métabolisme dans la phase lutéale. On parlait de craving tantôt. Le besoin est augmenté jusqu'à être dans tes règles où le besoin aussi est augmenté. Fait que, tout le pré-menstruel jusqu'à la semaine. Fait que, entre guillemets, c'est pratiquement le tiers du cycle, mais sur 2 phases. Ben, cette période-là augmente la dépense. La progestérone vient le faire ça aussi. Fait que
c'est de ne pas avoir peur d'écouter les signaux de son corps. On en a déjà parlé ici. Fait que, tu sais, si on a plus faim dans ces périodes-là, guess what? On va s'alimenter. Des fois, cette augmentation de la faim-là est reliée à un genre de schéma de la récompense ou du réconfort. Fait que, tu sais, on n'est pas bien, on a des douleurs, tout ça. Ça se peut très bien que ce soit un de nos outils pour se réconforter, pour se faire du bien. Puis c'est aussi correct. Je pense qu'il faut avoir d'autres outils pour faire la gestion de la douleur, du stress ou des fluctuations émotives. Mais je suis vraiment pas le nutritionniste qui va dire que ça n'existe pas puis qu'à chaque fois qu'on le vit, on devrait se taper sa tête. Okay? C'est vraiment une question de dire ça existe. Je dois m'assurer que c'est pas mon seul outil de réconfort ou de gestion de la récompense, peu importe. Comme un peu après une grosse course, on se fait, c'est un bon exemple, mais un peu du même principe après une grosse course, ça va se faire une super belle bouffe, c'est super le fun. Ben, techniquement, si ça serait toujours mal de manger pour ses émotions, ça serait mal ça aussi. On s'entend, c'est le fun, c'est bien, je pense qu'il y a quelque chose de positif. Un peu la même chose, si tu as d'autres outils puis que ça en fait partie, c'est all good. Là. Surtout dans une étape où tu as une dépense augmentée. Là. Mais c'est vraiment bien ce que tu dis. Puis peut-être que, tu sais, mettons, à la place d'aller dans des... parce que des fois, j'ai l'impression qu'on se restreint tellement trop longtemps. Jusqu'à temps que là, on arrive dans un craving que, admettons, depuis un certain temps, on avait des besoins un petit peu plus élevés, par exemple, en termes de glucides. Puis, à la place d'avoir augmenté, par exemple, au repas, ta quantité de riz ou de pâtes, que des fois, c'est mal perçu dans une diète où est-ce qu'on valorise, genre, le keto ou, tu sais, des choses comme ça. Là, ça fait en sorte qu'à la fin de la journée, à 10 h le soir, quand je vais me coucher, ben là, je crave vraiment mes jujubes, puis ma crème glacée, puis c'est se poser la question, ça ressemble à quoi ce que tu as mangé dans cette journée-là, indépendamment de ton cycle, finalement. Fait qu'avant d'aller dans le craving, peut-être d'augmenter un petit peu plus pendant cette phase-là des sources de glucides qui sont plus santé peut-être, ou ça n'a pas rapport? Pas nécessairement. Je pense qu'on veut toujours favoriser, entre guillemets, des glucides plus complexes là, pour faire une belle gestion de la faim, de la glycémie, de l'énergie, tout ça. Encore là, dans une optique intuitive de vouloir bien se sentir. Mais dépendamment de la phase, je pense que ça va être encore plus important que dans cette phase-là que tu t'alimentes assez. Okay? Puis souvent, c'est là qu'on a comme peur parce que plus on ressent la faim, entre guillemets, si on est dans un peu la culture des diètes, on va vouloir la suppresser. Alors que cette période-là, on devrait, entre guillemets, l'honorer. Fait que, tu sais, si je commence à dire, il faut surveiller nos apports en glucides pour juste prendre des bons ou pas des bons, c'est contre-productif au final. C'est un peu contre-productif parce qu'au final, entre guillemets, on veut juste augmenter. Puis, comme tu disais, la relation avec les aliments interdits, là, dans le cadre d'une gestion plus difficile des émotions à cause de la fin du cycle avec la progestérone dans le tapis, si tu ressens majoritairement ça, ben ça va être difficile. Là. Si tu as développé une relation malsaine avec un aliment, si tu te mets encore plus à risque, tu es encore plus sensible de cet aliment-là, puis que là, en plus, hormonalement parlant, ça te met à risque aussi, c'est pas le meilleur scénario. Wow, fait que, ça arrive vraiment souvent, ça, que si dans tout le cycle, surtout dans la phase ovulatoire, estrogène dans le tapis, t'es comme la queen, puis tu es capable de te restreindre. Cette phrase-là me fait vomir, mais t'es capable de te restreindre, t'es donc bien bonne. Puis là, finalement, t'arrives dans une phase où cette drive-là est moins là, tu te tapes sa tête, pourquoi je suis pas capable de me restreindre, pourquoi... Puis là, je m'en permets un peu, je perds le contrôle, je me sens encore plus mal, je tombe dans ma... Tu comprends? Cette séquence-là mêlée à la restriction, il y en a plein qui la vivent à tous les mois, mais c'est probablement déclencheur un peu aussi du cycle, la restriction qu'on expliquait. OK, c'est vraiment souvent. cool. Fait que je trouve ça vraiment le fun parce qu'à chaque fois qu'on aborde des sujets ensemble, tu ramènes toujours à quel point il faut honorer ses envies, ses besoins. Puis je pense qu'on a tellement besoin de se le faire rappeler, là, genre... Ouais. Puis tu sais, depuis tantôt, je parle de la littérature scientifique. Puis dans ces sujets-là, on a déjà parlé un peu, là, j'avais fait un petit... Oups, pardon. Chin. On avait fait un petit rant là-dessus, mais la littérature sur ces sujets-là, pour avoir justement même lu... je pourrais même... entre guillemets, les glisser, là, mais il y a des textbooks vraiment importants dans ce domaine-là. Puis la conclusion, c'est vraiment des textbooks qui font le résumé de méta-analyse de grandes revues. Puis la conclusion, c'est de dire, les études sur lesquelles on se base pour cette théorie-là, leur application dans le quotidien puis leur effet sur les femmes, c'est tout croche. C'est mal fait. Fait que, genre, d'où l'importance.
Ben, mettons, c'est par les pourcentages qui donnent comme de qualité aux études, là. Puis, tu sais, c'est comme de 0 à 100%. Puis, tu sais, des very low, fait qu'en bas, comme de 30% de qualité. Puis des low, fait que c'est en bas, je pense, de 45-40% de qualité. C'est genre, ça représente la majorité des études sur le sujet. Fait que c'est comme de dire, OK, la majorité de ce qu'on a étudié dans ce truc-là, il y a des défauts, soit souvent, c'est les covariables qui vont venir affecter ce qu'on évaluait, mettons. Fait que, je sais pas moi, la performance. Comment on évalue la performance? Ben, si toutes les études qu'on compare ne l'évaluent pas de la même façon, c'est-tu une capacité à fournir un effort ou c'est un 1RM leg extension ou c'est le plus vite que tu peux faire 5 kilos? Ça a un impact. Il y en a un qui c'est de l'endurance, il y en a un qui c'est de la force max, il y en a un qui c'est juste de l'effort, donc la capacité, de la disponibilité. Est-ce qu'on a pris en compte, genre, la littératie alimentaire? Est-ce qu'on a pris en compte ce qu'ils mangeaient? Souvent, comme je disais tantôt, la recherche prend en compte vraiment beaucoup de choses, mais particulièrement ces données-là, puis la recherche dans ce domaine-là, c'est beaucoup critiqué par les chercheurs eux-mêmes qui en font de la bonne, tranquillement, pas vite. Mais comme je disais, c'est jamais une étude avec laquelle on peut sortir des recommandations. Quand on parle puis qu'on se back sur la science, d'où le problème des gens qui citent de la littérature sur Instagram mal fait, ils vont souvent voir un grand titre, une étude, une association, puis en faire une conclusion clinique dans le réel, alors que nous autres, avant de faire une recommandation, c'est genre une multitude d'études qu'on a après ça toutes mis les participants sur le même pied d'égalité, qu'on a réanalysé, qu'on a pris en compte les billets de tout le monde, on a pris dans plein de pays, on a fait des moyennes infinies, des tangentes pour finalement arriver à un léger effet. Puis c'est tellement léger, justement, qu'au final, c'est de dire on a tellement pris de choses en compte. Si on voit un effet après tout ça, ben, clairement, c'est une recommandation qu'on peut faire. OK, je comprends. Fait que la qualité de ces études-là, je le sais que j'ai entendu des sommités dans le domaine en parler, là, de dire que c'était pas adéquat. Je pense que, vu que je fais pas directement de la recherche là-dedans, j'ai un peu moins un input sur comment je ferais différemment, mettons. Là. Ouais. Mais je pense que c'est important de le garder en tête que c'est un peu différent. Puis, une autre affaire qu'on peut parler quand on parle de l'impact du cycle sur la femme, sa performance, tout ça, ça va être l'appréciation corporelle. Parce que à travers un cycle, on fluctue énormément. OK? Puis la preuve de tout ça, c'est que nous autres, dans notre projet de recherche, le poids des femmes dans le suivi qu'on fait sur 1 an et demi, là, ça paraît rough un peu comme je l'ai dit, mais on fait un projet d'intervention. OK. Fait que là, en ce moment, vous êtes en train de faire un projet d'intervention à ce sujet-là. Non, pas à ce sujet-là, pas sur les cycles menstruels. OK. C'est sur l'écoute des signaux de fin de satiété, l'effet rebond suite à une restriction énergétique. Mais c'est mon doctorat. OK, parfait. Puis, mais c'est pour dire que les femmes puis les hommes, leur poids, on les traite même pas pareil. Du sens que on l'associe au jour du cycle. Ah ouais. C'est pour te montrer à quel point c'est important la différence, puis qu'on fait pas juste la même ligne, puis qu'avant, on faisait pas ça. Fait qu'on a plein de conclusions d'études. C'est comme si c'était deux sujets complètement différents, l'homme et la femme, là, au final. Là. Ben oui, clairement. Okay. Puis tu sais, mettons, je sais pas, ton poids au jour 28, on le compare au jour 28 de toute l'année. À quel point il peut y avoir des changements, justement, pour énorme. Un homme, puis... en fait, pour une femme, au cours de son cycle. C'est énorme parce que, justement, c'est énorme. Ça dépend de qu'est-ce qu'on considère comme une grande variation, mais pour beaucoup de gens, plus ou moins 5 livres, c'est une très grande variation qui choque souvent. Ouais. Ben, il y a une grande variabilité de ça, même si souvent les gens pensent que c'est « Ah, j'ai plus mangé de resto », tout ça. On parle que c'est relié aussi, le cycle est aussi relié aux envies, à la drive, tout ça. On garde ça en tête. Là. Puis là, la personne va arriver du resto entre amis ou qu'elle a mangé de quoi de bien normal, puis que tout va bien, puis qu'elle sent bien, elle a bien digéré tout ça. Puis là, elle voit le chiffre sur la balance qui a monté. Ah, si, je me suis laissé aller, j'ai pas fait me taper sur la tête, tout ça. C'est quoi qui justifie cette prise de C'est une rétention d'eau. C'est la rétention d'eau seulement. C'est juste relié à la variation de la progestérone puis l'estrogène, encore une fois. Là, puis à quel moment dans le cycle est-ce qu'on est plus sujette à faire de la rétention d'eau? Je dirais que je le sais pas, ça. Je pense que c'est à la fin. Je pense que c'est relié à la phase... Mais j'ai l'impression... La rétention d'eau, c'est phase lutéale. Fait que c'est à la fin du cycle. OK. Fait que c'est comme plus le cycle avance jusqu'à temps de tomber dans nos règles, plus on va être, entre guillemets, ballonné, pas bien, tout ça. Mais il y en partie que c'est de la rétention d'eau. OK. Puis, tu sais, admettons, là, quand tu te prépares vers une course, là, aussi, là, puis que tu vas faire... on nous recommande les fameux carb load, là...
Ben, j'ai l'impression que la femme aussi réagit en retenant beaucoup d'eau à cette période-là. J'imagine que les hommes aussi, là, Ouais, probablement moins. De base, ils retiennent moins. Là. Pourquoi les femmes, est-ce qu'on fait plus de rétention d'eau qu'un homme? Ou que C'est, notre corps va plus fluctuer, par exemple, qu'un homme? c'est la progestérone. OK. Puis comme tu disais tantôt, tu étais capable un peu de faire le Ouais. lien entre la testo et l'estrogène. Puis la grosse différence, c'est justement la progestérone qui va monter. Fait que tout est un peu relié à cette variation-là hormonale qui se veut être pour procréer. Là. Je veux juste qu'on se le rappelle, là, que ça sert à quelque chose d'incroyable. Ouais. Fait que c'est beaucoup relié à ça. Puis je dirais que l'affaire du carb load, par contre, il y a quand même une différence. OK? Parce que chaque gramme de glucides, de glycogène musculaire, dirais-je, est associé à 2 grammes d'eau, je crois. OK. Fait que au final, c'est normal. Si tu es plein de glycogène, tu es aussi un peu plus pleine d'eau. Puis ça va donner comme mettons, physiologiquement, c'est vraiment de voir un sac de plastique plein d'eau, tu sais. Même chose pour justement la créatine, qui des fois a des effets, on va parler de rétention d'eau, mais au final, tu sais, c'est juste une question d'avoir le sac Ziploc de plastique plein versus de l'avoir en partie vide puis qu'il soit un petit peu mou, tu sais. C'est juste positif, tu sais. Ouais, puis dans les faits, là, de faire de la rétention d'eau, là, outre le fait que notre corps, notre appréciation générale de notre corps en est affectée, puis on s'entend que en tant que femme, souvent, justement, on vient se taper sur la tête en disant « Ah, mon Dieu, genre, mon corps fluctue, c'est pas bon. » C'est une question de volonté, je sais pas, c'est ça coche, qu'est-ce que je fais de pas correct. Exactement, on se dévalorise au final, ça vient affecter notre perception de nous-mêmes ou même de notre identité. Ouais. C'est pas nécessairement mauvais de faire de la rétention d'eau, ou est-ce que ça... Non, dans l'absolu, pas du tout. Pas du tout. C'est juste naturel. Par contre, le fait de la retenir l'eau, puis qu'on n'est pas capable de l'utiliser pour faire la gestion de la chaleur, la gestion de notre température corporelle, mais entre guillemets, ça, c'est comme négatif. Là. On veut être capable d'utiliser l'eau pour faire la gestion de la température. Fait que c'est la raison pourquoi, quand on est vers la phase de notre cycle lutéal, qu'on parlait tantôt, progestérone dans le tapis, on a une plus grande rétention d'eau, tout ça, mais puis je disais tantôt, on a de la difficulté à gérer la chaleur. J'ai parlé de l'effort, mais j'ai parlé de la chaleur aussi. C'est relié à l'eau qui est un peu jammée. Je comprends. On a de la misère à l'utiliser. Fait que non, c'est pas positif, mais c'est 100% naturel, normal. Puis l'eau qu'on parlait tantôt, reliée au glycogène, ça, par contre, on va l'utiliser. Là, on s'en va de toute façon super fonctionnel. Dans pas longtemps. Fait que c'est de zéro stressé avec ça, mais ça fait partie d'une explication théorique de l'effet. Là. OK. Hey, c'est tellement intéressant. Genre, j'ai l'impression que c'est toutes des choses qu'on n'a jamais entendu parler. Je pense que c'est rare. J'ai déjà vu des chercheurs en kinésiologie qui rebroussent un peu ces sujets-là. Mais encore une fois, je pense que, comme tu disais au début, puis tu généralises pas chez les femmes, mais c'est quand même assez courant de pas ou de mal connaître son cycle. Mais moi, je me sens mal envers moi-même, puis envers comme toutes les femmes dans ma communauté, parce que je me dis, c'est tellement pas normal que je sois pas au courant de tous ces sujets-là, puis que, tu sais... Non, je pense que c'est normal. Sérieux, je pense que c'est normal. Ouais. Puis que justement, c'est un peu comme plein d'autres sujets, là, mais c'est l'environnement éducatif, c'est comme ce qu'on baigne de façon en termes de société qui cause ça. Là. Je pense que c'est un symptôme qu'on observe et non de se dire genre je manquais de volonté ou quelque chose. Si à peu près tout le monde est dans le même bateau, clairement que c'est pas une question de volonté, parce que si c'était positif, on le ferait. Puis encore là, je pense qu'il faut que je ramène ce qu'on parlait au début de différences interpersonnelles dans la réponse au cycle. C'est que c'est tellement différent que oui, entre guillemets, c'est bénéfique que tu en connaisses plus aujourd'hui. Ouais. Mais il y a un piège à en connaître trop puis à l'utiliser, comme je disais tantôt, que la théorie devienne ce que tu appliques à ton quotidien versus d'utiliser la théorie pour interpréter ce que tu vis puis tes émotions puis comment ça se déroule. Fait que ça, c'est la bonne façon, entre guillemets, d'utiliser cette connaissance-là, mais il ne faut pas faire la gaffe de passer par l'autre bord. Là, fait que je pense que c'est... Il faut pas que tu te sentes nécessaire. Il faut pas que personne se sente mal de ne pas en connaître assez, mais justement, surtout si tu as une variation, un cycle régulier, ben c'est très important, très intéressant de le savoir. Là. Puis ça m'amène aussi à... Une autre chose, quand tu dis, c'est une des raisons pour lesquelles c'est...
ça justifie en fait qu'on ne connaisse pas tout ça, là, ou toutes les subtilités. Il y a aussi le fait que notre cycle va vraiment évoluer en fonction de notre âge. Là. Dans le fond, qu'on soit par exemple, les femmes en situation de préménopause, ménopause, périménopause aussi, ça a un impact majeur sur le changement de leur cycle. Est-ce que c'est quelque chose que tu as étudié aussi ou pas nécessairement J'en ai entendu comme à travers les branches. Là, je me suis pas renseigné sur comme la littérature qui l'évalue, mais de façon générale, c'est comme l'arrêt du cycle, fait que la stabilisation de ces deux hormones-là qui arrêtent de faire comme le genre de paping, les genres de up and down. Fait qu'au final, c'est une diminution de ces effets-là, soit sur la performance, sur la tolérance de la chaleur, tout ça. T'sais. Il y a d'autres effets qui viennent avec ça, là, parce que justement, ça vient comme la phase... il y a une phase où c'est justement comme l'estrogène qui va baisser puis la progestérone qui va rester quand même haute, d'où tout justement la genre de j'ai tout le temps chaud, etc. Là, quand on est sur le bord de la ménopause. Mais je m'avancerai pas plus loin que juste mon interprétation du changement hormonal. Non, mais c'est bon de toute façon parce qu'on va avoir un docteur en fait qui va venir sur le podcast vraiment parler spécifiquement de ça. Fait que ça va être vraiment intéressant de le décortiquer. Là, puis clairement qu'avec l'âge, il y a quelque chose de différent même au niveau comportemental. Qui n'est pas la même perception parce que on va dire que si tu es en ménopause, tu as déjà eu tes enfants si tu voulais en avoir, ben, ça change ça aussi. Ouais. Puis après ça, je veux dire, notre cycle évolue. Il y a beaucoup de compagnies qu'on voit sur le marché qui vont sortir des suppléments spécifiques aux femmes, des suppléments spécifiques propres au cycle menstruel. C'est ça, des suppléments, des fois, qui ne semblent même pas s'adresser à toutes les femmes, mais selon ton cycle, à quel moment tu devrais les prendre. Toi, de façon générale, quand tu as des patientes qui viennent te voir puis qui parlent de leur cycle, puis qui ont leur carte de crédit sortie, là, puis qui sont comme hey, je veux m'acheter des suppléments, qu'est-ce que j'ai de besoin? C'est trop facile de répondre aux besoins. C'est parce que, justement, ça, c'est vraiment, vraiment pas bien backé. Là. Vraiment, vraiment pas. Puis justement, on parlait tantôt à quel point l'homme et la femme sont différents, mais en termes justement de branding, de suppléments, puis de vouloir axer, c'est bon là parce que justement, ça se dirige à un public différent, mais essentiellement, c'est vraiment proche d'être les mêmes produits qui sont vendus des deux bords. Là. Souvent, en plus, les produits féminins sont bien plus chers, là, malheureusement. C'est la même chose, mais juste brandé différemment. Là. Vraiment, vraiment, vraiment. Les quantités sont même pas revues. Mais c'est qu'au final, les quantités, entre guillemets, c'est toi qui l'as choisi. Là. Ça dépend si c'est une canette déjà prédéfinie, mais on parle de poudre de glucides, on parle d'électrolytes. Les vrais suppléments qui ont un background de la littérature, c'est les mêmes pour tout le monde de façon générale. Créatine, protéines, poudre de glucides, bêta-alanine. On peut même aller justement dans les oxydes de nitrate comme les shots de betterave, ces affaires-là. Il y en a encore plus. Là, tout le temps, plus tu pousses la performance, plus c'est des marginales leur effet. Puis clairement qu'on fera un épisode complet sur supplémentation sportive, puis défaire tout le mythe autour de la créatine, puis du fait que c'est un supplément d'homme versus un supplément de femme. Ça, c'est clair qu'on c'est pas mal plus long que juste un petit segment. Ouais. Mais ça fait partie justement du défaut de la culture des diètes, de comme, OK, les femmes, ils sont en train de se questionner sur qu'est-ce qu'ils devraient faire mieux tout le temps. Puis là, c'est comme, oh, il y a un besoin, il y a un besoin qui est pas justifié nécessairement. Les solutions concrètes, c'est probablement là que je vais aller en finissant de bâcher un peu les suppléments, mais c'est de tomber dans, OK, qu'est-ce qu'on fait, mettons, avec toute cette information-là? Oui, on analyse un peu nos entraînements, mais concrètement, qu'est-ce que je peux ressortir de là avec? C'est de le suivre. Okay? Si vous avez un cycle, de le suivre. Puis dans un journal, dans peu importe, il y a plein d'applications qui font ça, là, je ne suis pas obligé d'en nommer. Mais le fait de le suivre va te permettre par après de regarder en backtrackant, OK, c'était telle journée que j'ai fait cette performance-là, ou telle journée que j'ai eu de la misère, tout ça, puis pour pouvoir l'expliquer. Puis du moment que, justement, il y a comme des aspects négatifs à la performance du cycle où tu te trouves, puis que tu les ressens, mais c'est d'être capable de l'expliquer par ça, puis de l'adapter. Ouais. Fait qu'on veut pas faire un plan d'entraînement en fonction de ça, mais le plan d'entraînement qui est continu, on vient prendre en compte le cycle. Ça, c'est une grosse nuance. Ouais. C'est de ne pas dire qu'on fait le plan par rapport au cycle, mais qu'on influence le plan avec justement les différentes périodes. On le prend en compte, en fait, dans notre réflexion puis dans nos interactions avec notre coach. Ça, c'est une autre affaire qui est pour moi clé, que je me suis même noté. Je m'étais dit, il faut que ça sorte de cette discussion-là. Il ne faut pas avoir peur de le dire à notre coach. Il faut qu'il soit au courant
d'à quelle phase on est rendu. Il faut qu'il soit au courant de ça. Lui, quand il interprète tes entraînements, il voit telle journée, tu as fait un PR, telle journée, tu n'as pas fait de PR, ça fait 2-3 semaines, ça va pas bien, 2-3 jours, ça va pas bien, peu importe. Ben, il peut interpréter des affaires en disant OK, non, elle n'est pas prête pour ce volume-là. Elle a de la fatigue accumulée ou. Fait que c'est hyper important que les intervenants de l'athlète, quand elle a un cycle régulier, soient tout au courant, puis qu'on soit capable d'en parler. Puis tu disais dans l'ultra, il y a une gestion. Ben, man, fais pas ça tout seul, là, fais ça avec de l'aide. Là. Ouais. On se fait tout aider pour se faire changer nos gourdes, se faire changer, justement, se faire donner l'équipement qu'il faut pour pouvoir faire ce qu'on a à faire. C'est hyper important. Ça fait partie de la game. Là. Eh oui. Mais je trouve ça le fun parce que j'ai l'impression que de plus en plus, tu sais, mettons dans les récits de course des gens que je suis, ben, des femmes que je suis sur Instagram, sur Instagram, même pas sur Instagram, là, mais les femmes que je suis vont plus en parler ouvertement, en fait, sur les réseaux sociaux de « Hey, cette course-là, j'étais dans mes règles, je venais juste de tomber dans mes règles. » Ou encore, j'ai l'impression que souvent, le pire, c'est juste avant tes règles, quand tu as tes crampes menstruelles. Ben, tu sais, on en a parlé justement tantôt, tu es venu donner exactement les réponses à ça, mais juste avant de tomber dans ces règles, c'est là que tu as les symptômes qui semblent les plus difficiles. Puis si tu es en train de racer dans cette période-là, ça peut être encore plus difficile. Puis là, tout à coup, le lendemain, hop, dans ton journal de bord, tu notes que finalement, tu tombais dans ta semaine. Ouais, tu étais sur le bord. Je trouve ça intéressant que tu dises que l'important, c'est... Tu sais, on a ce travail tous pour se comparer et regarder nos vitesses, là, puis voir à quel point on a été capable de courir vite mercredi dernier dans notre coin de quartier. Là. Mais, j'ai appris ça hier, notre com. Notre com? Non, pas notre le com. KOM. C'est ça. Est-ce que tu as ce travail? Non, malheureusement. Okay, puis on dirait que c'est comme un peu TikTok. Là, j'ai clairement que c'est pas toutes des mauvaises personnes sur TikTok ni sur Strava. Clairement que mon entourage est 100% sur Strava. Mais j'ai comme un genre de préjugé qui fait que j'ai pas le goût de m'embarquer là-dedans. T'sais, au volume d'entraînement que je fais, j'ai l'impression que c'est... Ben, vous aussi, là, vous faites énormément de volume. Là, c'est pas ça que je veux dire, mais j'ai l'impression que j'ai pas le temps de mettre là-dessus. Une course, c'est facile, là, mais un training, le connecter à ma montre, je suis comme, j'ai d'autres concerns en ce moment-là. Non, je te comprends. Moi, c'est drôle parce que je suis devenue accro à Strava, genre, au tout début. Là, c'est comme, je poste, je vais courir, je le poste sur Strava automatiquement, là, mais... Par contre, tu sais, c'est ça, j'aime documenter puis aller voir les courses que je vais faire là-dessus. C'est un journal. C'est un journal de bord. Je l'utilise plus comme moyen de socialiser puis raconter une histoire aussi à travers mes trainings parce que je trouve ça le fun, ça fait partie de ma vie. Par contre, pas pour me comparer du tout. Quand je vois des personnes autour de moi qui courent et qui font plus de vélo que moi ou moi, je suis en recovery ou peu importe, tu sais, je veux dire... Je suis où je suis. Non, mais oui, ça peut l'être, mais si tu es capable de réaliser que tu es à l'endroit où tu dois être, ben que tu vois des gens bouger plus que toi ou moins que toi, c'est pas un outil de comparaison. C'est comme good for you, je suis contente pour toi, ou je suis là pour toi. Tu peux pas t'entraîner ou peu importe. Fait que c'est important. Mais je pense qu'on met beaucoup d'énergie à des outils sociaux comme ça de comparaison vis-à-vis les autres. Mais des fois, si on se ramène à soi puis on prend cette énergie-là pour dire OK, j'ai eu, justement, je veux tracker un petit peu plus mon cycle, je veux apprendre à connaître mon corps, mes réactions, sans jugement, justement, mais comme juste pour optimiser, me sentir mieux. C'est de mettre en lien ton journal d'entraînement puis ton journal de bord de cycle menstruel. Ben oui, 100%. Exactement. C'est utile, là, c'est 100% utile. Puis il y a un autre outil que j'ai envie même de partager. Puis tu sais, ça, c'est plus au niveau, justement, de la santé hormonale de façon générale, mais pour être capable d'identifier, on est tous à la bonne track. Mais ça, c'est pour gars et filles, là, mais c'est le fameux 3H. OK, parle-nous du 3H. Tu m'en as parlé tantôt, ça m'excite. J'ai hâte de savoir. C'est le Happy, Horny, Hungry, genre impact. OK? Fait qu'à chaque fois que tu veux, entre guillemets, savoir si tu tombes soit dans le surentraînement, soit dans l'état de sous-alimentation, soit justement d'être un peu déréglé puis d'être tombé dans quelque chose qui s'en vient... d'avoir des flags avant même de te blesser, avant même qu'il t'arrive de quoi, c'est de te demander est-ce que je suis heureuse dans ma vie? Est-ce que justement j'ai comme un peu des symptômes dépressifs qui viennent pour comme pas vraiment aucune raison? Est-ce que je suis affecté négativement par des trucs que normalement ne m'affectaient pas négativement? Est-ce que je suis dans un bon mood de façon générale? Happy, horny, à quel point justement tu as une drive sexuelle? Ça aussi, c'est important de se questionner parce que techniquement, les athlètes qui font beaucoup de volume, on le sait, là, mais on perd ça au fil du temps. Fait que tu sais, on veut en garder pour justement avoir la genre de confirmation que l'estrogène ou la testostérone est encore à des niveaux normaux.
plus on va être en surentraînement, plus on va se mettre dans le tapis souvent, plus ça va comme taper le fond, plus on va diminuer notre production de testostérone, que ce soit homme ou femme, là, les femmes en ont aussi. OK. Puis au final, ça diminue la drive sexuelle. Fait que c'est un indice quand même assez valable. C'est vraiment bon, Fait que happy, horny puis hungry, c'est à quel point j'ai perdu mes signaux de faim à travers cette période-là très intense en entraînement. Des fois, du volume très élevé va les faire diminuer. Mais la réflexion à partir des 3 H, c'est dès que tu en as 1 sur 3 qui est, entre guillemets, pas là ou négatif, c'est de te poser des questions, d'analyser. Dès que tu en as 2, c'est de consulter. Puis dès que tu en as 3, c'est de mettre à l'arrêt puis d'avertir tout le monde que probablement tu es en début de quelque chose. Fait que c'est une façon happy, quand même cartésienne. Horny, hungry. Hungry, ouais. Wow. Happy, horny, hungry, ouais. OK. Puis ça vient d'où, hein? C'est américain, je pense. Là. C'était justement dans l'étude, c'est d'un autre sujet, mais du RED-S puis de la sous-alimentation, qui ont voulu développer quelque chose qui permettait qu'un athlète pouvait identifier ces dérèglements hormonaux-là avant d'avoir juste le outcome négatif. Okay. Soit la diminution de performance, soit l'état du corps de sous-alimentation, le RED-S, soit la blessure, peu importe c'est quoi. Fait que de l'identifier par les changements hormonaux, fait que le fait d'être heureux ou non, c'est hormonal. Le fait d'avoir une drive sexuelle ou non, c'est aussi hormonal. Le fait d'avoir faim, c'est des hormones aussi. Fait que ça te permet comme d'avoir vraiment 3 outputs sur 3 marqueurs différents. Puis du moment qu'il y en a 2 qui chient sur 3, là, on intervient. Là, mais c'est fou parce que ce qui revient, là, c'est vraiment à quel point il faut rester alerte aux signaux que notre corps nous donne, puis prendre un pas de recul par rapport à tout ce qu'on vit. Prendre un pas de recul sur comment notre tête va, comment, puis par rapport à plusieurs sujets, comment on se perçoit nous-mêmes, prendre un peu de recul, à quel point tu as du plaisir dans la vie à faire ce que tu fais, ton sport, ou encore compter tes macros, peu importe ce que c'est. C'est pas à mode faire ça, par contre. C'est pas sexy. C'est genre... Il y a le journal 5 Minute Journal, il y a quand même, tu sais, le journaling, la méditation. C'est une chambre d'écho, par contre. Oui, mais c'est comme... C'est parce qu'à un moment donné, tu sais, le journaling, puis le boire son verre d'eau, puis être à jeun, puis prendre ses suppléments, puis comme... en tout cas, on dirait que ça finit plus de finir le nombre de choses qu'on doit faire pour être bien. Pour être valable, pour être bien, pour être bien. Puis là, à un moment donné, tu sais, c'est drôle parce que j'écoutais souvent, je réfléchissais beaucoup au podcast. C'est quoi que j'avais posé comme question? Puis si j'allais poser des questions aux gens, genre, c'est quoi ta routine matinale? Puis c'est quoi ta routine le soir? Puis des choses comme ça, parce qu'il y a beaucoup de podcasts qui le font. Envers des invités quelconques, puis je trouvais que ça amenait beaucoup trop à la comparaison parce que, par exemple, genre, moi, je trouve que à chaque fois que je vois des gens qui me donnent leur routine, je me dis, oh mon Dieu, mais moi aussi, il faut que je fasse ça. Il faut que je me mette à journal, il faut que je prenne 5 minutes à chaque matin puis à chaque soir pour écrire comment je me sens puis qu'est-ce que je dois faire puis c'est quoi mes objectifs. Puis là, mes objectifs, je dois les segmenter dans une liste. À un moment donné, ça finit plus de finir le nombre de choses qu'on doit faire. Mais par contre, une chose qui revient toujours, c'est apprendre à se connaître soi-même, puis à s'écouter, écouter ses propres signaux, écouter comme... Ben c'est ça. Comment... Ça a souvent l'air d'être, moi je dis ça comme ça, mais du chakra puis des yogas, mettons. Non, ouais, mais je comprends. Non, c'est étudié, c'est physiologique, c'est ressenti là. Tu sais, c'est comme, mettons, le même principe que la dépression, c'est une maladie biochimique. Ben, juste de comprendre ce fait-là, ça explique aussi tout le reste de notre corps qui, même si on valorise la pleine conscience, hey, guess what? C'est cartésien, la pleine conscience. Tu comprends? C'est genre, souvent, on a l'impression que c'est comme pitcher dans les airs ou même l'écoute des signaux de faim et de satiété, la connaissance de son corps, le self-awareness. Non, il y a des gens qui étudient des façons de comment l'améliorer. Tu sais, mettons, moi, je travaille en préparation mentale, puis mon préparateur mental, il y a des méthodes qu'il applique avec moi pour aider à développer la confiance par rapport à, mettons, des athlètes que j'ai idolâtrés. Ben, ils l'ont testé, ils l'ont étudié, c'est comme, souvent, moi-même, je vais parler pour moi, là, mais tu sais, personnellement, au début, j'étais comme un peu... je crois beaucoup à la thérapie, je crois à la psychologie, mais on dirait que la préparation mentale, c'était comme trop ésotérique par rapport à la psychologie. Puis quand j'ai compris que c'était dans le même cursus, puis que tu faisais juste une maîtrise différente, j'ai fait « Ah, c'est le même monde. Ah, ben OK, probablement que c'est le même principe scientifique derrière. Ah, ben Colin, ça m'aide vraiment. » Fait que tu sais, au final, c'était de faire comme... j'avais comme beaucoup de préjugés par rapport à cette mentalité-là ou cette façon-là de voir la performance, la nutrition, tout ça, alors que voir ça de façon holistique, complète, dans une vie
comme saine et active, ben, c'est ça, je pense, la performance. Mais t'sais. c'est aussi plus équilibré avec la réalité de toutes les femmes qui nous écoutent, d'une mère. Je veux dire, on a tous des Oui. facteurs de stress Ce énormes, que tu as en nommé fait. Là. tantôt là, par Ouais. rapport au journaling, là, il y a une mère qui nous écoute ou un père ou quelqu'un non-binaire, quelqu'un, OK, qui a 3 jobs, qui a de la misère à mettre de la bouffe sur la table, puis qu'en ce moment, il se fait dire qu'il faut qu'il track son cycle, track son truc, puis elle n'a même pas réussi à avoir rendez-vous chez le dentiste encore parce que sa carte de RAMQ n'a pas. Tu comprends? Il y a du monde que on peut parler de tout ça, mais je pense qu'il faut relativiser sur comme le fait que ben, ton problème n'est pas moins valable parce qu'il est plus élevé, entre guillemets, socio-économiquement parlant. Tout à fait. Mais reste quand même que si on veut vraiment s'adresser à tout le monde, il faut remettre ça en perspective, là, que notre niveau socio-économique, où est-ce qu'on se trouve dans l'échelle de société, puis dans notre propre vie, notre évolution, peu importe, ben, c'est de se prendre au moment où on est, puis c'est quoi les changements que je peux faire à ce moment-là pour moi, pour mon bien-être, puis pas de prendre l'histoire ou le chemin de quelqu'un d'autre. T'sais. Tout à fait. On fait souvent cette gaffe-là aussi comme athlète, je pense, puis là, je sors du sujet, mais de faire comme, lui, il s'est rendu aux mondiaux à 22 ans. Puis moi, j'ai 26. Je suis dans une dompe. Puis il y a clairement quelqu'un qui a 31 qui se dit l'affaire sur moi que j'ai 26, tu comprends? Puis même toi, en course, ou dans les défis que tu faisais, je pense qu'il y avait une optique de genre... il n'y avait pas une optique, il y avait une performance que tu as faite. Je pense que tu es la plus jeune ou la seule femme d'un tel temps. Il y avait une tentative reliée à ça. Ouais. Ben, tu sais, clairement que ça, c'est genre un peu dans cette comparaison-là, de se dire, OK, je veux vraiment repousser mes limites, repousser les limites humaines générales de cette course-là. En même temps, tu comprends un peu ce que je veux dire? Tout à fait. C'est limite cette comparaison-là. Ouais, vraiment. Puis je pense que, ben moi, personnellement, je l'ai beaucoup remis en perspective là, depuis justement cette tentative-là. Je pense que c'était dans mes tout débuts dans le monde du sport où est-ce que je me suis dit... je veux aller monter à Concagua, qui était la plus haute montagne en Amérique, puis je voulais aller la faire à la course. Puis la faire à la course, ça voulait dire, évidemment, tu sais, quand tu es en ascension, tu cours pas, mais tu montes le plus vite possible, puis tu redescends le plus vite possible. Donc, la descente, tu fais à la course, la montée se fait acclimater en montant d'un push, tu sais. Puis ça a été ma plus grande leçon, mon plus grand apprentissage dans le monde du sport, que comme ma tête, elle avait beau être forte, puis j'avais beau être disciplinée, puis rigoureuse, puis vouloir, mais si mon corps, je lui donnais pas ce qu'il avait de besoin, je pouvais pas y arriver. Tu sais, comme c'est sûr que j'allais arriver nulle part, puis j'allais peut-être mettre ma vie en péril. Puis j'ai senti ma vie comme littéralement qui aurait pu me glisser entre les mains dans cette aventure-là. Puis je pourrais faire un épisode un petit peu plus où j'en parle au podcast, mais j'ai vraiment, vraiment eu peur pour ma vie. Là. Puis ma famille aussi, puis ça a été vraiment difficile. Puis essentiellement, la raison de tout ça, c'est simple, c'était l'anémie sévère. Donc, super facile comme situation à régler. Tu prends, si tu es capable du moins d'absorber le fer, mais... Tu sais, j'ai pris des pilules de fer pendant plusieurs mois, mais même au bout de 2 semaines, j'ai commencé à pouvoir respirer à nouveau, puis à faire du sport, puis comme à retrouver mes sensations. Mais pendant un certain temps, j'ai pensé que j'allais plus jamais pouvoir genre faire mon sport de tous les temps. Je pensais que c'était terminé. Puis, tu sais, aussi... à cause qu'on parlait du cycle menstruel, puis je veux vraiment faire le lien avec le cycle menstruel parce que comme j'étais avec mon stérilet, moi, je pense pas que... Tu pensais que tu étais en aménorrhée? Ben, j'étais tellement basse, là. Tu sais, vraiment basse. Puis en plus, dans le processus d'acclimatation, ton corps ne cesse d'aller puiser dans ses réserves de fer. Fait que, tu sais, moi, je m'obstinais à aller faire des rotations, puis d'autres rotations, puis d'autres rotations pour m'acclimater de plus en plus. Mais de plus en plus, mon corps shutait down non-stop, là. Fait qu'à chaque fois, genre, tu sais, je me suis retrouvée à l'attente médicale faire shooter au dexaméthasone dans une fesse plusieurs fois, c'est pas normal. Ouais. Mais pourtant, je me mettais cette pression-là à continuer d'essayer. Puis, j'arrivais pas à expliquer pourquoi j'avais des sensations qui étaient hors du commun. Ouais. Fait qu'en tout cas, bref, ça m'a pris plusieurs mois à prendre du recul. Puis, tu sais, je pense que tout ce que tu dis, ça a tellement été intéressant, mais ça vient mettre l'emphase sur à quel point on a besoin de s'entourer de spécialistes, d'experts, de personnes qui connaissent
t'as pas les réponses à tout. T'as les réponses à certains sujets d'un point de vue nutritionnel. Puis après ça, il y a plein d'autres spécialistes de la santé, physio, docteurs, spécialistes. Puis même quand on a une source, là, je vous invite à même pas me croire, dans le sens que je vous invite à le réentendre quelque part d'autre. Moi, quand je lis un article, j'en lis juste un, je te garantis, je crois pas tout ce qu'il me dit alors que c'est une sommité dans son domaine. Tout à fait. Je veux le revoir quelque part, je veux le reconfirmer. Fait que, tu sais, je vous encourage réellement à ce que je sois pas votre seule source d'information là, dans cette optique-là. Puis, ouais, c'est ça. Fait que de justement, humblement, genre, prendre ça pour des recommandations professionnelles quand même, là. Mais tout de même, de justement s'entourer de différents professionnels aussi qui ont des façons de penser différentes aussi. Je te garantis que tu invites un autre nutritionniste dans ce podcast-là. Pas nécessairement le même discours, tu sais. Fait que c'est de prendre aussi plusieurs pouls puis de voir qu'est-ce qu'on peut en ressortir puis qu'est-ce qu'on peut appliquer à nos vies. Mais merci pour vrai, Ben, parce que c'est vraiment intéressant. Puis j'ai l'impression que ça va ouvrir le sujet sur le cycle menstruel. Les femmes qui nous écoutent, puis les hommes aussi, peu importe. Là, mais si vous avez d'autres questions sur le sujet, ça va nous faire vraiment plaisir d'aller les décortiquer parce que je pense qu'on a introduit le sujet petit à petit. Puis il y a plein de choses qu'on va pouvoir aller creuser éventuellement. Peut-être qu'on va pouvoir... c'est ça, en discuter sur un panel avec plusieurs autres personnes, ça pourrait être vraiment intéressant. Du sport, tout ça. Ouais, vraiment. Puis une dernière affaire, je pense, qui est reliée à ton histoire, c'est le fait d'avoir une stabilisation hormonale et donc un stérilet, tout ça. Ça, j'ai oublié de le dire tantôt, que ça pourrait être un des flags de justement une sous-alimentation, mais on peut pas l'avoir. Puis c'est correct, la contraception prime par-dessus ça, mais ça veut dire qu'il faut être vraiment plus vigilante. Ça, tu sais, comme... Il faut vraiment, vu qu'on ne peut pas l'utiliser, l'aménorrhée, comme un des checkmarks du REDS, c'est important d'avoir encore plus de flags, d'avoir encore plus de balises qui nous permettent de faire, OK, ma faim, comment elle va, mon humeur, comment elle va, tu sais, est-ce que j'ai des douleurs trop fréquentes, ça, ma capacité de pousser à l'effort. Récupération aussi. Fait que de tenir ça encore plus à cheval quand, justement, on n'a pas cette souvent, parce que ça, c'est souvent un outil diagnostique super puissant. Ouais, c'est vraiment bon. Mais tu vois, Elsa Legault, je pense qu'elle en avait parlé dans un podcast dernièrement, puis on va la recevoir. Mais elle a eu un syndrome du REDS. Puis je pense qu'elle n'avait pas pu le diagnostiquer un peu justement à cause du fait qu'elle avait un moyen contraceptif avec un hormone. Puis je sais pas si c'est elle ou une autre personne qui a dit qu'une des solutions, ça a été vraiment littéralement de retirer le stérilet. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont décider, OK, à un certain moment dans mon parcours d'athlète, je vais décider de ne plus prendre ce moyen contraceptif avec hormones pour s'assurer que je puisse revoir mes règles. Favoriser que je sois fertile dans 5 ans, s'il vous plaît. 100%. Puis la contraception, c'est une affaire d'équipe. Là. Ouais, tout à fait. Faut pas non plus penser que parce que la femme arrête sa méthode contraceptive, qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre dans le duo. Là, ça se fait pas tout seul, cette histoire-là. Merci de nous le rappeler. Merci beaucoup. Merci, Ben. Merci à la prochaine. À la prochaine.